Bonjour et rebonjour à vous rebonjour à vous qui nous retrouvez ce matin pour cette seconde table ronde. Bienvenue dans cette troisième édition du RRHD 100% digital. Pour ceux qui n'étaient pas là précédemment, sachez qu'un replay de la première table ronde vous sera envoyé. C'est par mégarde, vous avez manqué quelque chose. Je redis aussi pour les nouveaux arrivants que toutes vos questions posées dans le chat sont prises en compte par notre super modérateur, j'ai nommé Laurent Meggs, qui viendra les poser pour vous juste après la table ronde. Coucou Laurent. Laurent est muté. Oui. Coucou Agnès. J'étais en train de répondre justement sur l'espace de discussion. C'était une question, excuse-moi. Donc, le lien pour s'inscrire donc au lab, c'est www.jobspherix.fr/inscription. Je vous mets ça dans l'espace de discussion. Et je crois que la question émanait de Vanessa. Et Vanessa, si tu nous entends, on t'enverra également le lien. Sinon, si jamais tu ne trouves pas, on te l'enverra, puisqu'on te connaît. Voilà. Alors, je suis avec Christelle Ambolès, fondatrice du média Jobspheric. Bonjour à tous. Bonjour. Et avant de laisser la parole à Christelle, je vous propose une petite vidéo. Mathieu, homme invisible de la situation en régie, une petite vidéo qui présente la table ronde à venir. Je vous propose de la regarder avant d'accueillir les participants. Et on se retrouve autour de notre table virtuelle. Ce matin, une deuxième table ronde sur ce RRHD consacrée aux enjeux économiques, sociétaux et environnementaux de la RH aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir autour de la table Frédéric Henrion, DRH Safran Helicopter Engines. Est-ce que vous êtes là, Frédéric? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Alors, autour de la table également, Caroline Haquet, People Lead at WPP Group. Est-ce que Caroline est avec nous? Je vois qu'elle est là. Je suis là, mais je n'arrive pas à activer ma vidéo parce que visiblement, c'est vous qui l'avez coupée. Alors, je pense qu'Anne-Lise et Mathieu vont rectifier cette question très, très vite. Caroline, je vous laisse faire Anne-Lise et Mathieu derrière pour voir comment on peut remettre la vidéo de Caroline. Ça y est, c'est bon. Ah, voilà, le miracle de retour. On sait quand même mieux avec l'image. Tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue parmi nous. J'accueille également Louis-Marie Leloche, directeur de la transformation chez Engie. Louis-Marie, êtes-vous là? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue, c'est que ça commence à faire du monde autour de cette table. Hein. Et donc, on a également Dominique Marais, DRH France Altran. Est-ce que Dominique est arrivé? Je n'ai pas vu sa vignette. Trop de monde. Alors oui, Dominique, est-ce que vous nous entendez? Dominique a son micro fermé. Oh, ouais, je pense qu'elle va arriver dans quelques instants, elle va nous rejoindre, mais sachez qu'elle est là également autour de la table et que juste après en fait l'intervention de vous tous, nous accueillerons nos experts. Charles-Henri Besser-Déor, professeur émérite HEC Paris, qui je pense est arrivé. Oui, mais je ne peux pas activer la caméra, on me supprime la caméra, donc c'est très bien. Alors, pareil, est-ce que Mathieu et Anne-Lise peuvent regarder cette question-là aussi pour Charles-Henri? Ah, l'animateur m'a demandé de démarrer la vidéo. Mais... ben voilà, c'est parfait. Et voilà, et nous vous voyons. Bonjour, bienvenue Charles-Henri. Bonjour. Également autour de la table, Artus de Longuemare, expert en transformation et formateur chez Célaneo Formation. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Artus. Et bienvenue autour de la table. Christelle, je crois que c'est à toi. Je vais te laisser poursuivre. Je laisse donc Christelle vous interviewer. Bonjour à tous. On ne dit pas bonjour en même temps.
Comme on est à côté, ça résonne. On est obligé de couper les micros. Donc, je prends la parole. Donc, la RH et la RSE, vaste sujet, la RH et la RSE. Alors, comment la fonction RH se positionne aujourd'hui pour répondre à ces enjeux économiques, sociétaux, environnementaux? Plusieurs aspects, plusieurs champs qu'elle peut investir, tant au niveau de l'inclusivité, tant au niveau donc de ce qui est diversité, tant au niveau d'une green IT. On fait de l'innovation RH, on utilise des outils, oui, mais pas dans des logiques de gadgetisation. Il faut que ce soit pertinent, il faut que ce soit efficace. Les enjeux sociétaux aussi, santé mentale, santé globale au travail, faire attention au burn-out, saturation. Donc, beaucoup de sujets à investir. L'entreprise s'adresse à des salariés qui sont aussi citoyens. Il y a de plus en plus de préoccupations citoyennes sur les grands enjeux à l'heure actuelle auxquels nous sommes tous confrontés. Donc, merci de nous rejoindre à cette table ronde qui est quand même innovante dans le sens où ce sont des sujets qu'on traite très peu au sein de la RH et où vos entreprises ont déjà fait pas mal de réflexions abouties sur ces sujets-là. Merci. Donc, je vais commencer par donner la parole à Frédéric Henrion, qui va nous expliquer comment, lui, le positionnement de son entreprise et comment il prend en compte toute cette dimension RSE chez Safran Helicopters Engines. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Christelle. Bonjour Christelle. Merci de me donner la parole. Alors, j'ai écouté la première partie, la première table ronde, pas tout, mais la fin. Et on a beaucoup parlé de services et de tertiaire. Je vais essayer de représenter un peu l'industrie dans cette matinée aussi également, puisque les enjeux ne sont pas forcément complètement les mêmes, notamment sur les sujets de télétravail, etc. Bon, c'était la table ronde précédente, je ne vais pas y revenir, mais même peut-être en RSE d'apporter finalement un écho et un éclairage un peu différent. Alors, comment une entreprise comme Safran, un groupe comme Safran, qui est un groupe énorme, moi je représente la branche des moteurs d'hélicoptères, alors ce n'est pas forcément ça qu'il faut retenir, mais ce sont des moteurs, en tout cas, voilà, des turbopropulseurs qui servent aujourd'hui à faire voler des hélicoptères en grande partie, mais qui serviront aussi demain, sans doute, à faire voler d'autres appareils, des appareils hybridés, des drones, des avions qui seront partiellement électriques. Donc, c'est un vrai enjeu très fort, malgré le fait qu'à l'heure où on se parle aujourd'hui, on ne sait encore pas faire décoller ou atterrir un avion avec de la propulsion totalement propre. Il faut encore des turbopropulseurs à kérosène, ce que nous faisons chez Safran, pour les faire décoller ou atterrir, parce que ces appareils sont beaucoup trop lourds. Après, ils peuvent être potentiellement autonomes en l'air, mais il faudra qu'ils soient hybridés comme le sont les voitures. Donc, on est vraiment au cœur d'une transformation aussi de la circulation aérienne. Alors, si on parle RSE, moi, je voulais l'aborder selon 3 axes. Le premier, c'est celui de l'écologie, au sens de l'environnement de la planète. Donc, je viens de commencer à l'effleurer, je vais y revenir. Et le second, c'est aussi, pour moi, la protection de l'écosystème économique de l'entreprise, parce que même une très très grosse entreprise ne peut pas vivre toute seule. Elle a besoin de sous-traitants, elle a besoin de fournisseurs, elle a besoin de clients. Et si on ne les protège pas, si on ne les intègre pas dans une politique commune, à la fin, on reste tout seul et il ne va plus se passer grand-chose. Et puis le troisième, c'est évidemment la RSE au sens social et sociétal. On fait aussi partie d'un écosystème qu'on appelle la société tout entière, dans lequel il y a besoin de développer la formation, il y a besoin d'embaucher des personnes, de développer l'emploi, soit directement, soit indirectement, et c'est aussi une grande responsabilité de l'entreprise. Alors, je reviens sur mon thème numéro 1, qui est celui de l'aéronautique en tant que telle, en tout cas pour ma partie. Notre défi des prochaines années, et je crois que la Covid y a mis vraiment un impact très, très, très fort, puisque le trafic aérien s'est arrêté quasiment du jour au lendemain. Pour l'hélicoptère, c'est un peu différent, mais néanmoins, on a quand même une baisse d'activité importante et des vrais enjeux. C'est vraiment de décarboner l'aéronautique dans les prochaines années, être capable de réduire les émissions de CO2 de manière importante et forte sur la partie motorisation des engins volants et de vraiment de s'engager sur ce créneau drone,
drones, avions hybrides, appareils hybrides qui créeront peut-être d'ailleurs de nouveaux marchés. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'aviation dite régionale, le commuting régional n'existe pas ou n'existe plus. Il a existé au temps de la création de l'aviation, puis il a totalement disparu. Par exemple, de faire des courtes distances entre des villes comme, je ne sais pas, on pourrait dire Lyon et peut-être Clermont-Ferrand ou, je ne sais pas, Dijon, Nancy, peu importe. Voilà, pour ça, on ne prend plus que le train. Et on pourrait demain imaginer de prendre des petits avions électriques ou hybridés et qui pourraient finalement donner un nouveau souffle à l'industrie aéronautique. Donc ça, c'est un vrai sujet. Alors évidemment, je ne vais pas en parler ici parce qu'on est là pour parler de ressources humaines, mais sachez que ça motive énormément nos salariés. C'est un vrai sujet d'engagement. Et ce que je vous avais dit, Christelle, quand on avait préparé un peu la table ronde, c'est que moi, je suis convaincu, et j'ai passé 30 ans précédemment dans un groupe de services, que la politique RSE, on pourrait le résumer à une phrase, c'est de faire en sorte que l'entreprise ressemble à ses clients et aussi à ses salariés et à la société tout entière. On ne peut pas se permettre d'être décalé par rapport à ça. Et donc, si on a des collaborateurs qui aujourd'hui veulent aussi demain être beaucoup plus prégnants dans la capacité à protéger l'environnement, à développer une industrie qui est plus propre, etc., il faut y aller. Et c'est là qu'on peut justement capitaliser et mobiliser énormément les énergies de l'entreprise. Et dans le monde de l'aéronautique, il y a bien sûr des compagnons, il y a des usines, il y a des gens qui travaillent dedans, mais il y a aussi énormément de cols blancs, comme on dit, de gens qui travaillent à la recherche, à l'innovation, qui vont travailler sur les moteurs de demain, l'aviation de demain, et ils sont déjà à fond dedans. Et pas que les plus jeunes, c'est véritablement tout le monde. Voilà. Et il y a un petit volet... Être porteur de sens, porteur de sens. Oui, tout à fait. On parle d'entreprises aujourd'hui qui doivent avoir des projets, une raison d'être, etc. La RSE, la loi Pacte. La loi Pacte, ça part de la loi Pacte sur la raison d'être, qui a retrouvé un petit peu plus de vigueur avec cette crise, parce que les entreprises n'étaient pas tellement penchées sur le volet sociétal et environnemental. Voilà. Mais la pandémie a fait que maintenant, on ne peut plus faire autrement, parce que de toute façon, la population ne suivrait plus, n'a plus envie de suivre les entreprises qui ne sont pas responsables et porteuses de sens. Oui. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que nos collaborateurs, et je vais rester dans le même domaine, à la fois, ils ont envie de participer à ça sur le plan industriel, mais ils ont aussi envie de participer en tant que citoyens. Et donc, à côté, on a développé aussi, moi, je suis en charge ce qu'on appelle un peu l'empreinte carbone visée à la réduction. J'ai des sites industriels qui sont importants, j'en ai 4 gros en France, et donc, forcément, on pollue un peu. On a besoin de se chauffer, on a besoin de s'éclairer, on a besoin d'avoir des salariés qui vont et qui viennent bien sûr au travail. Et donc, il n'y a pas que l'outil industriel ou le produit qui compte aussi, il y a aussi tous les petits gestes des uns et des autres sur lesquels on travaille régulièrement pour que chacun se sente également responsable. Je vais vous donner peut-être 1 ou 2 exemples. On a par exemple complètement transformé le réseau de transport urbain, qui était un réseau de bus finalement assez classique, avec des bus qui se vidaient de plus en plus et qui ne correspondaient plus aux besoins de nos salariés en tant que citoyens. Grâce à l'informatique aujourd'hui et aux outils Internet, et à la compagnie qui nous sert de partenaire, elle a complètement repensé son service, mis un système applicatif qui permet à chacun de demander quand il veut prendre les transports en commun le lendemain, à quel endroit il veut qu'on l'emmène, où est-ce qu'on va aller le chercher. Et le résultat de tout ça fait qu'on a considérablement réduit à la fois la taille des engins qui roulent, des autobus. Certains sont hybridés maintenant aussi également. Ils vont chercher vraiment les personnes là où il faut, à l'heure qu'il faut, ils les amènent au bon moment. Et on s'aperçoit qu'il y a une réduction de l'empreinte carbone qui est extrêmement forte, rien que sur ces trajets quotidiens. Vous avez mis en place une flotte vélo aussi, je crois, et des indemnités aussi kilométriques vélo, c'est ça? Exactement, voilà, exactement. Oui. Alors après, je vais vous parler des contraintes qu'on a par rapport à ça, parce qu'on n'est malheureusement pas tout seul, et c'est pas nous qui nous occupons des routes. Mais en tout cas, oui, on a mis en place effectivement un système de location de vélos, y compris des vélos électriques, avant même d'ailleurs la Covid, ça date d'il y a 2 ans maintenant. Et l'anecdote que je vous citais, qui est assez drôle, c'est que la première fois que j'ai posé ça, la création d'une indemnité vélo pour remplacer l'indemnité kilométrique en NAO avec mes syndicats, ils m'ont ri au nez.
en disant « mais qu'est-ce que vous venez de vous embêter avec votre prime de vélo, ça va concerner 3 personnes, ça n'intéressera pas. Nous, on préfère que vous mettiez l'argent aux augmentations de salaire. » Eh bien, écoutez, j'ai maintenu ma position, je n'ai pas bougé, on l'a signé et aujourd'hui, je crois qu'il y a une bonne centaine de gens déjà qui l'utilisent et qui en bénéficient, en contrepartie, bien évidemment, de l'utilisation soit des vélos qu'on a mis à disposition, soit des leurs pour voyager. Mais comme j'ai beaucoup de mes sites dans le sud-ouest de la France, c'est assez agréable de voyager quand même à vélo, même si ça monte et ça descend. Alors, la responsabilité d'une entreprise en RSE, c'est aussi les actions qu'elle met en place, évidemment, mais c'est aussi de quels partenaires et quels fournisseurs elle s'entoure. Parce que il y a une responsabilité à qui on commande, quelles sont les conditions de travail ou d'exploitation des entreprises qui sont fournisseurs de Safran. Exactement. Ça, c'est le deuxième sujet. Et ça a été aussi très prégnant avec la crise Covid, parce que très, très vite, chez Safran, on a pris des dispositions pour protéger nos fournisseurs et nos sous-traitants. On a à la fois besoin d'avoir une supply chain qui fonctionne et on a aussi besoin de gens qui gagnent leur vie. Quand la crise est arrivée, elle a été très brutale. On aurait pu se payer sur la bête, si je puis dire, cesser de payer nos fournisseurs et puis reconstituer notre trésorerie de cette façon-là. On a considéré que c'était vraiment la pire façon de fonctionner. Et donc, tout de suite, il a été décidé et on a même réduit d'ailleurs les délais de paiement, de pouvoir très très vite permettre à nos sous-traitants, à nos fournisseurs de pouvoir nous continuer à nous accompagner, nous fournir les pièces qui étaient nécessaires et que nous, de l'autre côté, on puisse fournir nos clients. Et je vais pas citer certains de nos clients, mais il y en a qui sont très connus et qui aujourd'hui ont des difficultés, non pas à cause de Safran, parce que nous, on a fait ce qu'il fallait, mais parce qu'ils ne se sont pas occupés suffisamment de leurs sous-traitants et ils se retrouvent en rupture de pièces de leur côté. Donc, ça a été vraiment très important pour nous. Et bien sûr, la contrepartie, Christelle, c'est aussi que nos fournisseurs et sous-traitants également se comportent comme il faut. Donc, finalement, la RSE, c'est une chaîne aussi. Ça va devenir une vraie responsabilité pour les entreprises, ça. Absolument. Ça ne veut pas que ça se retourne contre elles. Une vraie responsabilité, oui. Voilà. Et d'une certaine manière, on réapprend ce que c'est que la notion de supply chain. Ça peut paraître assez étonnant, mais beaucoup de fournisseurs et de sous-traitants, au final, ils sont installés sur le trottoir d'en face de chez vous. Ils sont quasiment des intérimaires constitués en forme de société. Et on s'aperçoit en réalité que le réseau est beaucoup plus large que ça, qu'il faut à la fois le reconnecter, bien évidemment, et en même temps, ça lui donne aussi des responsabilités. Moi, je ne vais jamais demander à un fournisseur ou un sous-traitant d'embaucher des salariés, de les faire travailler avec les mêmes conditions que chez Safran. Ils sont beaucoup plus petits, il y a moins peut-être de puissance en termes d'avantages sociaux, etc. Mais que par contre, ils participent au réseau de l'apprentissage, par exemple en permettant de développer dans les régions des jeunes qualifiés dans les métiers qui sont en tension, en accueillant aussi des alternances. Ça, je peux tout à fait le faire. Je peux aussi leur demander d'être plus exemplaires sur la partie handicap, sur la partie stagiaire, etc., de manière à ce qu'on puisse présenter, et il y a des entreprises, nos clients comme Airbus le font depuis très longtemps aussi également, on peut présenter un visage en termes de développement local, développement des territoires, beaucoup plus puissant que ce qu'on l'était précédemment peut-être, ou ce qu'on le serait si on ne travaillait qu'en se regardant le nombril. Alors, Frédéric, pour revenir sur la partie RH de la RSE, est-ce que toutes les actions que vous avez mises en place, que ce soit auprès de vos fournisseurs ou auprès de vos collaborateurs, a permis, a posteriori, une augmentation de l'engagement collaborateur? Est-ce que vous avez mesuré cela au cours des années qui viennent de s'écouler? Alors, on ne le mesure pas de manière spécifique. Par contre, on fait des enquêtes régulières, alors soit à travers des thèmes comme les risques psychosociaux, ou alors là, on vient d'en faire une au niveau de Safran tout entier sur l'impact de la Covid et comment les gens ont vécu la situation. Est-ce qu'ils ont trouvé qu'on avait été plutôt réactifs ou pas? Est-ce qu'ils ont gagné en autonomie ou pas? Comment ils ont apprécié le télétravail, etc. Et on s'est rendu compte, à notre grande surprise, on ne devrait pas être surpris en même temps, mais enfin, même les bonnes nouvelles nous surprennent, que les niveaux d'engagement sont restés très, très forts, que dans la plupart de nos entreprises, y compris la mienne, le sentiment d'avoir gagné en autonomie a été aussi très important. Et puis également, et même si ça m'inquiète un petit peu plus sur la deuxième vague aujourd'hui que la première, il y a eu un niveau d'engagement extrêmement fort qui s'est dégagé de tout ça. Et l'ensemble la des RSE collaborateurs… y participe.
Oui, bien évidemment, et notamment, je peux vous dire que quand vous êtes en province, hein, et moi, l'essentiel de mes sites est en province, quand vous avez la chance de travailler chez Safran, vous pouvez tout à fait avoir votre fils, votre oncle, un cousin, une cousine, peu importe, votre épouse qui travaille chez un sous-traitant. L'écosystème est extrêmement serré, et puis vous avez souvent, c'est parfois mono-industriel, et savoir que l'entreprise qui vous emploie a également protégé celle d'à côté dans laquelle est employé un ou plusieurs membres de votre famille, c'est extrêmement fort. C'est aussi très apprécié par les syndicats là-dessus qui sont très, très, très engagés. Merci beaucoup Frédéric. Je vais donner la parole maintenant à Madame Haquet. Caroline, vous êtes là? Oui, on aimerait savoir, voilà, vous êtes là. Alors Caroline, comment vous redonnez, vous avez mis en place une stratégie qui va s'incarner au sein d'un campus. Comment vous comptez, vous, redonner du sens et fédérer une communauté de RH et aussi de salariés autour de votre projet d'entreprise? Oui, alors bonjour à tous. Alors, on va rebasculer dans le domaine du service. Peut-être vous donner peut-être deux, trois éléments sur ce qu'est WPP, parce que c'est un acronyme qui n'est pas très connu en France. Donc, pour vous donner une idée, c'est comme Publicis ou Havas en plus gros et plus anglo-saxon. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un groupe qui est dédié au marketing, à la communication, à la création, au digital, donc des métiers très divers et une constellation finalement de petites entreprises, puisqu'on va aller de 30 à 300 personnes pour l'entité juridique la plus importante. Donc vraiment une constellation. Très peu de sentiments d'appartenance à ce WPP là qui paraît un peu loin, hein, comme souvent les grands corporates, et un grand projet pour la France qui est de réunir en fait l'ensemble de ses collaborateurs dans un seul espace qui s'appelle donc le campus. Clairement, à l'origine de tout ça, il y avait quand même une volonté corporate de passer de ce qui était avant tout un cours de bourse, donc pas forcément très engageant pour personne, hein, à une vraie entreprise, une compagnie, avec une ambition d'être la Creative Transformation Company, bon, ce qui est normal par rapport à notre secteur d'activité. Bon, ça a du sens. Maintenant, vous le voyez bien, quand vous êtes un collaborateur d'une de ces entités en France, qu'on vous annonce tout ça avec des mails, etc., bon, ça vous paraît quand même très, très loin de votre quotidien. Et donc, nous, on s'est dit que l'enjeu pour finalement incarner ça, ça allait être ce projet immobilier. Qu'on veut être tout sauf finalement un projet immobilier, c'est-à-dire être un projet de collectif, pour pouvoir créer ce qu'on a appelé un espèce de membership autour de WPP. Donc, mais comment un immeuble peut incarner cette raison d'être et fédérer un collectif? C'est une bonne question. Déjà, moi, je pense très sincèrement que la géographie fait l'histoire. Donc, et on a bien vu d'ailleurs finalement dans la table ronde précédente qu'on a beaucoup parlé du lieu. Finalement, c'est quoi la symbolique du lieu, l'organisation, etc. Donc, c'est tout sauf aujourd'hui un sujet de services généraux. C'est vraiment un sujet de direction générale, de comment on va s'organiser. Et donc là, nous, on a une chance folle, c'est qu'on a en fait une page blanche, puisqu'on est en cours d'aménagement. Donc là, je vais vous parler de projets, d'ambition, de direction. Et au début, quand le Covid est arrivé, on s'est dit, mais mon Dieu, bon, déjà, on a pris 8 mois de retard. Mais en fait, ça a été l'occasion de repenser complètement et de retomber sur peut-être une ambition qu'on n'aurait pas eue initialement par rapport aux organisations du travail. Donc, pour être assez concret, nous, aujourd'hui, notre projet et ce qu'on veut créer autour de cet endroit, c'est déjà un lieu de fierté, un lieu d'apprentissage et un lieu d'évolution. Alors, pourquoi un lieu de fierté? Bon, c'est finalement les collaborateurs, on a fait plein de tables rondes, d'enquêtes, etc. Et on se rend compte justement que quand ils rentrent en fait dans leur entreprise, ils veulent en être fiers. Et alors, la fierté, ça passe par plein de choses. Et bien sûr, ça passe par le green. On est, nous aussi, une population de jeunes actifs, à peu près 30 ans d'âge moyen, un peu bobo. Vous aussi, vous constatez une réelle prise de conscience par rapport à tout ça, une réelle volonté des salariés de suivre une entreprise qui respecte l'environnement et qui est… Oui, ça a été vraiment… Oui, ça a été vraiment quand on a commencé à parler du projet, qu'on en a discuté avec les CSE, etc., ça a été une des premières choses qui est remontée. C'est est-ce que l'immeuble est green? Est-ce que les process seront green? Comment on va faire pour aller plus loin par rapport à ce qui était déjà en place dans les immeubles actuels? Maintenant, il faut
toujours avoir en tête qu'on est tous plein de contradictions. Et c'est-à-dire dans la même discussion où on nous poussait sur est-ce que haute qualité environnementale, c'est suffisant? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller encore plus loin sur le recyclage, etc. C'était « Ah oui, mais quand même, on va perdre des places de parking ». Donc, sous-entendu, je viens en voiture, je n'envisage pas forcément de changer ma façon de faire. Donc, c'est là où, bon, on le sait tous, hein, on peut parfois être pas tout à fait alignés. Donc, on doit gérer, en effet, ces gens qui veulent toujours avoir leur place de parking et ceux qui nous disent il faut être complètement à l'épure de l'environnemental friendly. Donc, bon, c'est notre petit challenge. Donc, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qui avait été fait par Frédéric Henrion en termes justement de vélo, voilà, de toute cette mobilité verte. Et c'est sûr qu'en étant déjà en banlieue parisienne, normalement, on est aidé. Donc, on est attendu, mais vraiment de façon très, très forte sur ce sujet. Autre chose qui doit donner un lieu de fierté, c'est comment on va s'inscrire dans notre environnement, c'est-à-dire quelle va être un peu l'empreinte sociétale de cet immeuble, donc qui va être un très grand building, 2500 personnes, donc c'est un gros espace. Et comment est-ce qu'on fait pour qu'il soit ouvert? C'est-à-dire qu'on soit finalement en interaction avec la société qui est autour de nous, avec éventuellement, je ne sais pas, les écoles, les associations et les enjeux, on va dire, de notre environnement. Là aussi, on s'est dit, on a des Giving Day dans notre organisation. Parfois, on fait des choses très compliquées avec des environnements un peu lointains. Et là, on dit, là aussi, on va faire plus simple, on va faire plus proche pour qu'on soit vraiment en cohérence par rapport à notre discours. Donc là, on est en train de travailler justement avec les écoles pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir peut-être leur expliquer ce que sont nos métiers, qui sont des métiers pas très connus, peut-être un peu happy few pour certains. Donc, les ouvrir finalement au monde de la communication. Donc ça, c'est dans les projets qu'on est en train de regarder. Et autre chose qui est importante pour qu'il y ait cette fierté, il faut que chacun se sente singulier finalement dans ce grand ensemble. C'est-à-dire qu'il faut éviter absolument l'effet corporate, tout le monde sous la même bannière, que chacun puisse continuer à vivre avec son entreprise. Vous me parlez, Christelle, mais je ne vous entends pas. Donc, l'unicité, en fait, au service… donc, que pensez-vous, en fait? Vous parlez de l'unicité. Donc, on est à la fois dans l'intelligence collective, mais en même temps, on est dans l'unicité, dans ce que vous nous dites. Donc, quel est le bon combo, selon vous? Est-ce que l'effet de groupe fonctionne ou est-ce qu'il faut quand même arriver à préserver cette singularité, à faire sentir chaque personne un peu unique? Eh bien, c'est exactement les deux. Enfin, c'est le challenge, il faut faire les deux. Il n'y a pas de… Voilà, il faut renoncer à aucun des deux. Et justement, et ça me fait le lien avec mon deuxième point, qui est d'en faire un lieu d'apprentissage. Et donc, l'idée, c'est justement pour qu'on soit tous heureux d'être au même endroit, parce que finalement, le côté, sinon, à quoi ça sert? Enfin, c'est quoi le sens d'être tous ensemble? C'est qu'il faut que chacun, individuellement, en tire un bénéfice. Et donc là, nous, on veut que ce soit… Déjà, ça s'appelle un campus. Donc, un campus, jusqu'à preuve du contraire, c'est un endroit où on apprend. Et donc, on veut vraiment qu'il y ait cette forme d'étincelle. On a vraiment appelé ça l'étincelle. Bon, après, langage pub, hein, donc je peux comprendre que ça peut pas être un peu hors sol, mais l'idée que les personnes vont se rencontrer, vont se croiser, et justement, on va provoquer des étincelles créatives, des étincelles de transformation. On est vraiment dans un modèle d'entreprise apprenante sur lequel je pense qu'on reviendra pas mal dans le oui, débat derrière. Justement, que ce soit au-delà de la formation. C'est-à-dire justement tout ce qu'on se disait dans la table ronde précédente, c'est-à-dire le lieu doit être aussi l'endroit de la rencontre impromptue, de l'idée qu'on avait… La posture. La posture qu'on a, le changement d'état d'esprit, en fait. Exactement. Donc, nous, notre objectif, ça va être, il y aura des petites agoras où il y aura des petits meetings qui pourront s'organiser, et aussi, bien sûr, des amphithéâtres, etc. L'idée, c'est la curiosité, c'est-à-dire avoir des collaborateurs qui s'intéressent au métier de l'autre, qui comprennent le métier de l'autre, et que ce ne soit pas dans une dimension corporate, mais vous voyez, ça pourrait être une entité qui a la responsabilité de l'animation du campus pendant une semaine, pendant un mois, et donc qui le gère comme elle le veut. Ce n'est pas le corporate qui va dire « Ah, alors là, on va plutôt parler des métiers des médias, et puis le mois prochain… » Voilà, il faut qu'il y ait quand même que chacun se réapproprie l'endroit. Il ne faut pas que ça devienne un lieu corporate. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Donc, ce changement de posture, la RH doit l'avoir aussi. Donc, je vais passer la parole à Louis-Marie Leloche,
qui m'a expliqué, lui, comment la fonction RH se réorganise pour qu'elle puisse être porteuse comme ça de cette transformation, dans son changement de mode opératoire finalement. Hein. Bonjour Louis-Marie, vous m'entendez? Vous êtes là? Oui, Marie, il faut que quelqu'un active le micro. Yes, c'est parti. Bonjour à tous. Voilà, c'est parti. Yes. Vous avez entendu alors, ma question? Tout à fait. Voilà. Comment redéployer la fonction RH? Comment elles aussi doivent-elles changer de posture, changer d'état d'esprit et se repositionner? Je n'aurais pas la prétention de parler pour toute la filière RH, de tout l'ensemble de la filière RH, mais en tout cas, je vais essayer d'apporter un éclairage à partir de ce que je peux vivre au sein du groupe ENGIE. Comme mes collègues, je vais juste commencer par quelques mots sur le groupe ENGIE pour vous donner quelques éléments de contexte. ENGIE, donc 170 000 personnes actuellement, et organisé autour de 24 business units sur 70 pays, avec un double challenge concomitant et contextuel qui est à la fois évidemment la gestion de la crise du Covid, qu'on a évoqué lors de cette première table ronde avec la gestion des paradoxes, les révélateurs d'inégalités, etc., et également aussi ce nouveau projet d'entreprise dont vous avez certainement entendu parler à travers la voie de presse et qui va évidemment éminemment impacter notre filière RH, non pas sur les objectifs ou l'ambition du groupe, qui reste la même, donc être leader de la transition énergétique, mais notamment sur la morphologie en fait de notre entreprise. Donc évidemment qu'on va être nos sujets, ces deux sujets sont liés, sont éminemment liés, et on va devoir en fait répondre à ces deux challenges. Alors, dans un premier temps, pour refaire un tout petit peu d'histoire, on a commencé en fait la transformation du groupe ENGIE. On a pris un virage important en 2016 avec l'arrivée d'Isabelle Kocher, dans lequel on a eu une transformation, alors classiquement digitale, de nos activités business, etc. Et on a également lancé évidemment une réflexion aussi sur notre impact aussi sur la société, qui était un sujet qui était éminemment important. Et là-dessus, on a lancé une vaste enquête en fait au niveau de nos BU, et on s'est rendu compte en fait que les changements, de manière générale, que ce soit des changements opérationnels, business, ou bien des changements contraints comme la crise, en fait, il y a un risque important de repli identitaire. Et dans le cas de groupes comme celui d'ENGIE, évidemment, toute la difficulté, c'est de gérer ce paradoxe entre le local et le global, dans le sens où si on veut répondre à ce risque de repli identitaire en fait en local, on est obligé évidemment, comme toute société, en fait, à avoir une réponse culturelle. Et derrière ce grand mot culturel, c'est comment on le déploie, comment on le met en place, comment on l'incarne, sachant qu'une culture ne s'impose pas. Donc pour ça, nous on a fait le choix, c'était en 2018, on a fait le choix en fait comme réponse que ça soit la filière RH déjà qui prenne ce sujet culturel en main et qu'il en fasse la promotion. Et la meilleure réponse, je pense, pour définir une culture commune, c'était l'intelligence collective. Donc, on a lancé un projet au niveau de la filière RH qui comprend à peu près 2500 personnes. On a embarqué 350 personnes de la filière qu'on a organisé autour de 5 factories, tout simplement. Alors, des factories, c'est un nom, c'est de la sémantique. C'est des groupes de travail, des think tanks, des do tanks, qui vont réfléchir en fait sur certaines thématiques qui sont clés que vous connaissez tous dans vos entreprises, autour de la digitalisation, de la compétence de demain, du business, de l'innovation, de la structuration, de l'empowerment, et de réfléchir en fait à quelle entreprise on voulait être, et ensuite évidemment que les RH fassent le relais évidemment de cette culture. Donc, évidemment, avec ça, avec cette promotion de cette culture qu'on veut faire, évidemment, il faut aussi l'incarner. On ne peut pas s'arrêter à… On peut définir une ambition, la réaliser, on peut définir une raison d'être. On l'a définit également autour de 3 grandes thématiques qui sont la jeunesse, qui sont l'égalité homme-femme et qui sont également la formation. Ces grandes thématiques, vous les connaissez tous, vous y travaillez certainement. Et la question, donc maintenant, c'est comment on incarne en fait ces principes pour développer une culture commune. Et donc là-dessus, on a lancé donc avec ces factories en fait toute une série de projets qui transversent à l'ensemble de la filière RH et qui répondent à certaines questions culturelles. Et notamment, par exemple, sur la question du RSE, on a fait le choix en fait que notre filière RH soit porteuse de ce sujet, mais qui soit porteuse non pas en tant que
dans sa fonction classique RH, mais également en tant que business leader, c'est le terme qu'on utilise. C'est-à-dire qu'on soit proactif aussi dans notre démarche RSE, dans notre culture, qu'on en fasse aussi un vecteur business qu'on a défini et qui soit aussi une marque d'attractivité. On l'a évoqué aussi juste avant. Tout ça, ça participe également au bon fonctionnement de l'entreprise. Alors, est-ce que pardonnez-moi, on était deux à vouloir vous poser la question en même temps. Est-ce que justement, Louis-Marie, on vient de parler de campus avec Caroline, là, on est sur de la factory. En quoi le rôle justement, est-ce que le RH est en mesure aujourd'hui de transformer en fait le rôle du manager? Est-ce qu'il est en mesure de devenir un leader de la transformation? Vous emmenez vos équipes RH avec vous, donc ça a l'air d'être quelque chose qui est déjà bien travaillé. Vous pouvez nous exposer un petit peu plus la démarche? Alors, dans l'équipe de transformation RH qui s'occupe de notre périmètre, c'est la filière RH. On accompagne chaque équipe, chaque BU, en fait, dans ses projets de transformation. Et c'est là où on essaye de rejoindre, en fait, le local et le global que j'évoquais juste avant. C'est-à-dire qu'on doit tenir compte des spécificités locales. Les préoccupations aux États-Unis sur ces domaines RSE ne sont pas du tout les mêmes que vous en doutez bien, qu'en Europe ou en Angleterre ou même en Europe de l'Est. Et donc, il faut évidemment accompagner localement ces équipes. Et ça, c'est ce qu'on fait en fait tous les jours. Alors évidemment, la crise a modifié nos méthodes de fonctionnement parce on allait vers nos BU. Maintenant, on organise des ateliers digitaux, etc. On a évidemment, ça a bouleversé un peu notre manière d'être, mais on accompagne les BU locales. Et évidemment, à travers cet accompagnement, ce support, on transmet également des messages à une échelle, je dirais plutôt corporate, groupe, autour de ces thématiques, comme je vous disais, de l'égalité homme-femme, de la formation également. C'est un sujet absolument clé pour nous. Qui est lié on se rend compte, surtout depuis 2016, on a des cycles, enfin vous le savez tous, qu'on a des cycles, des rotations, je dirais, déjà technologiques de plus en plus rapides, je dirais presque même générationnelles maintenant. Je pense que quelqu'un qui est né entre 2010, 2015, 2020, il vit son rapport en fait à la société qui est différent en fait par rapport aux outils qu'il utilise. Et rien que ça, déjà, ça crée des différences qu'il faut arriver à combler également. Alors ça, c'est l'aspect technologique des choses, évidemment, et l'intégration et l'onboarding de ces personnes. Enfin, vous voyez, la formation là-dessus est un élément clé, évidemment, pour adapter en fait à chaque fois nos collaborateurs à ces changements. Et cette formation n'est pas forcément métier technologique, elle joue aussi sur le management, elle joue aussi sur la culture, etc. On a des modules spécifiques là-dessus. Et à ce niveau-là, depuis 2016, on a formé 40 000 de nos managers à cette culture commune, en fait. Donc, on est assez contents. Oui, quand même, c'est un joli chiffre, un joli score. À travers des larges festivals qu'on organise à travers le monde, alors qui sont évidemment là, qui ont pris notre forme également, bien entendu. Alors, j'ai une dernière question avant qu'on passe au sondage. Madame Marais ne pourra pas nous rejoindre. Elle a été malheureusement retenue en dernière minute et s'en excuse. Donc, j'aimerais voir avec vous, Monsieur Leloche, la formation, changement de posture. Est-ce que vous pensez que des RH sont en capacité d'avancer des chiffres et de démontrer le retour sur investissement de leur action aujourd'hui ? Alors, c'est un sujet évidemment très complexe parce qu'on parle de culture, on parle de RSE. Mesurer l'impact économique est tout de suite très complexe ou c'est très difficile sur une logique parce que c'est une logique long terme. Pour promouvoir une fonction, pour promouvoir un changement, il faut bien montrer le retour sur investissement de ces actions, montrer que ça a une valeur ajoutée pour l'entreprise, montrer que ça lui permet de gagner en productivité, en valeur ajoutée, en tout ce qu'on veut. Et tant que les RH n'arriveront pas à pousser des chiffres et à démontrer ce que valent leurs actions, ils ne pourront pas se mettre leader de la transformation et porter tous ces sujets-là. On est bien d'accord? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Non. Là-dessus, je pense que nativement, la fonction RH, en fait, est parfaitement placée en fait, dans le monde de l'entreprise pour jouer ce rôle de transformation. Parce que la transformation doit être culturelle. Enfin, nous, c'est notre parti pris en tout cas. La transformation, elle est technologique, elle peut être ce qu'elle veut, mais elle doit être avant tout culturelle, en fait. Ce que nos enquêtes nous prouvent, on a récemment, évidemment, effectué pas mal d'enquêtes en interne aussi, et l'engagement des salariés
sur ces questions environnementales au sein d'Engine, on a encore gagné en fait des points au niveau du taux d'engagement, mais au-delà des points et des enquêtes, ça montre en fait aussi l'adhésion en fait des salariés, des collaborateurs qui sont un microcosme social, qui est très représentatif de nos sociétés aussi. Ça montre l'appétence sur ces sujets de plus en plus forte, et la fonction RH est parfaitement évidemment positionnée parce qu'elle connaît ses collaborateurs, parce que ça fait partie de ses métiers traditionnels également, de ces métiers en devenir, et ils sont parfaitement placés. C'est eux qui gèrent la data qui va être nécessaire pour répondre à ces questions-là également. Enfin, je pense qu'à tous les niveaux, la fonction RH est la fonction qui doit prendre en main ce sujet-là, bien au contraire. Merci pour cette réponse, Louis-Marie. Alors, avant de passer au challenge expert, restez tous avec nous. On n'est pas du tout partis. On va sûrement rebondir sur cette transformation culturelle, je n'en doute pas. Avant d'accueillir nos deux experts, je vous propose à tous autour de la table et à tous ceux qui nous écoutent un petit sondage pour savoir en 3 questions, voir un petit peu l'ambiance chez vous. Alors, quels sont les champs prioritaires selon vous? Quels champs prioritaires selon vous, la DRH devrait-elle investir en RSE? Est-ce que ce serait plutôt l'inclusion via une politique d'égalité, diversité? Est-ce que ce serait plutôt la qualité de vie au travail ou le Green IT? Je vous laisse répondre. On se donne quelques secondes de plus, Agnès, pour avoir le résultat. Peut-être encore une dizaine de secondes. On va nous commenter le résultat juste avant d'accueillir nos 2 super experts qui vont venir challenger la table. Alors, on a des petits changements d'animateur. Est-ce qu'on a les résultats du sondage, Laurent? Qui a choisi plutôt l'inclusion? Tout à fait, Agnès. Ils viennent d'arriver. Donc, c'est la qualité de vie au travail, 52%. Ensuite, 39% l'inclusion via une politique d'égalité, de diversité. Et enfin, et c'est un peu une surprise quand même, le Green IT en dernier point. Je crois que ça rejoint complètement, pour les personnes qui n'étaient pas là à la première table ronde, le premier sondage que nous avons fait qui replace à nouveau l'humain au centre, au cœur. C'est vraiment, je crois, ce qui ressort un petit peu là pour l'instant de toutes ces tables rondes. C'est qu'on cherche à envisager des solutions, mais on cherche aussi humainement à se transformer. Moi, je m'en réjouis. Alors, j'accueille maintenant autour de la table nos experts. Donc, il s'agit de Charles-Henri Besser-Déor. Vous êtes, Charles-Henri Besser, professeur HEC Paris. Bonjour. Non, je suis professeur émérite. Professeur émérite HEC Paris. Émérite veut dire que je suis un petit peu en retraite, on va dire. D'accord. Mais vous n'êtes pas en retraite pour nous. Et nous accueillons également Artus de Longuemare. Artus, vous êtes expert en conduite du changement et vous êtes également formateur chez Célaneo Formation. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors, je vais vous laisser peut-être rebondir avec l'aide de Christelle sur ce qui s'est dit durant cette table ronde par rapport en fait, aux différents points évoqués. Je laisse la parole à Charles-Henri en premier. Artus? Oui. Qui veut commencer? Artus, si vous voulez passer avant moi. Allez, Artus, c'est parti, on y va. Place aux jeunes. Merci, merci Charles-Henri. En fait, je voudrais revenir sur un point qui me paraît un point fondamental de fond, qui était le rôle du RH ou des RH et de la fonction RH pour porter les notions de RSE. Et vous disiez, Louis-Marie, l'importance de maintenir le rôle du RH comme un facilitateur de la transformation. Et je suis d'accord pour dire ça aujourd'hui, mais je crois, et c'est là-dessus que j'aimerais avoir votre avis, mais aussi Frédéric, Caroline, je crois qu'à terme, c'est un problème. Je crois que justement, cette fonction RH, et notamment pour le sujet RSE, devrait tendre à disparaître. Je m'explique. La responsabilité de la RSE, de la gestion de l'engagement, enfin, toute la fonction RH devrait, selon moi, à terme, être portée par l'opérationnel. Pourquoi? C'est-à-dire la direction telle qu'elle est définie opérationnelle de l'entreprise. Parce que selon moi, la problématique de fond, c'est comment est-ce que je responsabilise chaque collaborateur, chaque manager, du fait que la RSE n'est pas un sujet de transformation, c'est un sujet de maintenant qui doit être intégré, j'aimais bien votre exemple Frédéric, à l'intérêt économique de l'entreprise, qui est la première motivation quand même d'une entreprise dans une société dans laquelle on vit aujourd'hui. Par exemple, vous disiez Frédéric, l'exemple des engins volants hybrides qui engagent les salariés qui sont tous motivés à travailler sur la question. Et donc, ma question un peu à vous trois, c'est comment, si on était d'accord sur cette vision, ce qui n'est peut-être pas le cas, c'est comment est-ce qu'on peut amener, ça peut paraître paradoxal ce que je vais dire, presque à cette fonction RH ou au rôle du RH sur la RSE à disparaître.
C'est-à-dire que pour moi, si le but est que ça disparaisse, c'est qu'on va être incité à faire en sorte que ce challenge de RSE soit porté par chaque collaborateur et surtout la direction opérationnelle, plutôt qu'ils disent « Ah mais non, ça c'est les RH qui gèrent ». Et ayant travaillé pas mal avec des directions générales et des RH, le problème qui souvent est, selon moi, inconscient, on pousse pour que les autres fassent parce qu'on ne veut pas s'en occuper soi-même, parce que ça demande une évolution de sa propre posture de manager, ça demande une évolution profonde de la façon dont on structure l'entreprise. Et donc, voilà, donc je challenge un peu la position et j'aimerais avoir votre avis sur cette vision. Et que ce soit complètement intégré, comme le digital va l'être partout, complètement intégré. Donc, j'aimerais bien donner la parole à Caroline sur ce sujet-là. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, Artus. Je pense que la RH doit être vue un peu comme un incubateur de projets. Et en fait, le succès de la RH, c'est quand le sujet n'appartient plus à la RH. Et il y a un petit risque qu'on peut avoir de temps en temps dans nos mentalités RH, c'est justement de le garder parce que c'est une expertise, parce que c'est une valorisation. Et moi, j'ai toujours lutté contre l'idée de la RH citadelle, mais plutôt la RH qui est un passeur. Voilà, donc on écoute, on renvoie la balle et en fait, on doit se dessaisir du sujet à partir du moment où il a été bien incubé, il est mûr et c'est la preuve de notre succès. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, en fonction des entreprises, il y a des niveaux de maturité, d'intérêt sur ces sujets qui sont très différents. Donc voilà, il va y avoir des temps d'incubation qui vont être un petit peu différents. Mais sur le principe, oui, vraiment, je pense qu'il ne faut surtout pas que ça reste un sujet RH. Comme le digital, un sujet de la direction informatique ou des choses comme ça. C'est beaucoup trop important. C'est beaucoup trop important de nos jours. Frédéric, vous voulez répondre à cette question? Oui, je vais répondre par une boutade pour Artus, parce que si l'entreprise était mature, même les RH, ils disparaîtraient complètement. Voilà. Ceci dit, ça fait 32 ans que je fais ce métier. Peut-être pas. Je pense qu'on n'y est pas encore. On aura encore besoin de nous pendant quelques temps, même si c'est la théorie de beaucoup d'entreprises libérées. Non, blague à part, vous avez raison, c'est évident, mais je vais rejoindre ce que dit Caroline. En fait, j'aurais dit avec d'autres mots, mais c'est exactement ça. Les acteurs ressources humaines, ils sont au milieu, ils représentent les salariés, ils représentent la direction. Et donc, on est un peu aussi les passeurs de messages parfois entre, voilà, quand je disais tout à l'heure que j'avais des collaborateurs qui étaient passionnés à l'idée de se lancer sur le marché de l'avion hybride ou de la motorisation propre, eh ben, il faut encore aussi convaincre mes camarades du COMEX que c'est un vrai sujet qui va les porter, alors qu'on n'a plus d'argent pour investir. Donc, ou alors qu'il faut faire des choix, justement, savoir où est-ce qu'on veut mettre notre argent demain. Et puis, dans l'autre sens aussi, on peut avoir des objectifs industriels qui ne vont pas du tout motiver les salariés de l'autre côté. Et c'est notre rôle aussi de le dire. Voilà, que ça va être difficile et que ça ne sera pas potentiellement très vendeur en termes d'engagement. Voilà, notre réalité de tous les jours, c'est aussi celle-là. Et puis, je rajouterais quand même que, et je pense que les gens qui sont là à l'écran, j'espère ne vont pas me contredire, mais moi, je fais de la RSE à titre personnel en overtime depuis toujours, en investissant dans des associations, en aidant à l'insertion, etc., etc. C'est un peu notre petit jardin secret pour les professionnels ressources humaines, et ça, on se le gardera toujours. Donc, il ne faut pas avoir peur de lâcher, en effet. Une RSE, on va dire, mature, qui est autoporteuse entre les collaborateurs et l'entreprise, et puis de se garder pour nous ce qu'on a envie de faire à côté pour s'investir et participer à continuer à faire en sorte qu'on soit dans une société inclusive, etc., etc. Voilà. Et vous, Louis-Marie, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sur le principe, je vais rejoindre mes collègues, bien entendu, évidemment. Et là, je vous rejoins, Artus. Hein, c'est évidemment pas un sujet qui doit être territorialisé RH, bien entendu, en fait, mais on doit être forcément des impulseurs, je pense, dans le sens où la résistance au changement, elle est quand même assez naturelle, je pense, dans une organisation, surtout si elle est complexe. Et donc, si des changements doivent arriver, et ils arriveront forcément, il faut que quelqu'un juste allume le changement en fait. Et là-dessus, je pense que c'est les RH qui ont ce rôle-là. Après, évidemment, le principe, je pense que la condition de succès de ce type de projet, évidemment, c'est une des conditions, c'est lorsque le sujet est pris en main par le système lui-même en fait, bien entendu. Sur le principe, entièrement d'accord. C'est le plus lourd à mettre en œuvre en fait, tous. Je vous rassure, hein, je comprends ces réponses. J'ai moi-même été 5 ans chez Airbus en tant que salarié, impulseur de changement, notamment en termes de méthode de management. Donc, je comprends très bien. Et aujourd'hui, travaillant aussi
au Lab RH, qui est une sorte de laboratoire en plus, en plus d'être avec Celaneo. Mais mes questions, c'est comment finalement, et je n'ai pas forcément moi-même la réponse, mais quelles actions effectivement on peut mettre en œuvre dès aujourd'hui pour que chaque projet soit transmis aux collaborateurs, aux managers, et cette transmission soit inscrite dès la conception même du projet. Je n'ai pas forcément la réponse, hein. C'est une question d'ailleurs qui me tourne tous les jours dans la tête. Mais voilà, c'est cette question ouverte que je pose aussi sur la table. Voilà. Charles-Henri, vous posez vos questions? Oui, tu peux me tutoyer, hein, Christelle. On a dit qu'à l'antenne, on se vous voyez, alors j'applique la règle. D'accord. Alors, ce que je voudrais dire d'abord, la première table ronde, j'ai eu le plaisir de l'écouter tout au long. Et en fait, on parlait déjà de questions sociétales. C'est ça qui est intéressant. Parce que réduire le télétravail à des questions de technologie, ça fait quand même une vingtaine d'années que je dis que c'est complètement stupide, hein. Et ce qui m'a paru très intéressant, c'est toutes les remarques, je pense à Eric et à d'autres qui insistaient évidemment sur la dimension managériale. Donc ça, c'est sur la première table ronde. Et si je le dis, c'est que cette deuxième table ronde sur les questions sociétales, sur les questions RSE, puisque c'est quand même le sujet principal de cette table ronde, touche évidemment toute l'entreprise. Alors, Frédéric, évidemment, ça fait quand même une trentaine d'années qu'on dit que l'avenir de la fonction RH, c'est sa disparition. Moi, je n'y crois absolument pas, hein, tout simplement parce que laisse une entreprise, laisse les RH totalement entre les mains du manager, tu vas voir très rapidement ce qui va se passer, hein. D'ailleurs, il y a 25 ans, on avait publié à 30 un livre qui s'appelle « Tous des RH » avec mon collègue Jean-Marie Peretti. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau, simplement. Et effectivement, ça doit être dans l'ADN d'un manager d'avoir cette responsabilité RH. Alors, j'ai quand même une question pour suivre celle d'Artus, hein, qui est un peu plus général. Il y a eu un livre publié il y a à peu près 1 an et demi du DG de la Maïf, Pascal Demurger, sur le rôle sociétal. L'entreprise sera politique ou ne sera pas. Est-ce que vous pensez tous les trois que l'entreprise doit s'occuper réellement de questions sociétales, comme le prône donc Pascal, et si oui, sur quels aspects, sur quelles dimensions? Vous voyez ce que... Donc, vous avez déjà un peu abordé ces questions-là, mais j'aimerais bien que vous reveniez. Et une question connexe, Christelle l'évoquait, c'est quel est l'impact effectivement de la loi Pacte, des notions de raison d'être, d'entreprise à mission, hein, dans tout ce débat voilà. Et la crise dans tout ça, est-ce que ça a joué un rôle d'accélérateur? Vous voyez, il y a plusieurs questions qui sont liées, mais c'est un petit peu pour déplacer simplement le rôle de la RH dans la RSE. Voilà. D'accord. Louis-Marie, vous voulez bien commencer par répondre, s'il vous plaît, parce que la loi Pacte, Angie, je pense que… C'est éminemment au cœur de nos préoccupations. Voilà. Hein. Ces questions, je dirais, sociétales à ce niveau-là. C'est au cœur de notre réflexion. Alors, la question d'être une entreprise à mission selon les critères de la loi Pacte, évidemment, ça, c'est une question qui me dépasse. Hein. C'est de l'ordre de la stratégie d'entreprise. Mais par contre, sur la question du rôle des RH dans cette démarche, de la même manière, je répondrai à la même chose, c'est-à-dire que c'est à nous de porter cette parole, en fait. Je ne vois pas une autre fonction de l'entreprise qui pourrait diffuser, en fait, cette parole. Et ce n'est pas du tout dans un rôle territorial comme j'ai pu donner l'impression, c'est plutôt dans une approche de faire ressortir l'intelligence collective de l'entreprise. Et je ne pense pas qu'on puisse mettre la société en dehors de la société, je dirais, civile, l'entreprise en dehors de la société civile, parce que on est évidemment une partie de cette société civile. Il n'y a pas un salarié et ensuite à la sortie de son entreprise, un citoyen, c'est une seule et même personne. Et on doit tenir compte de ces changements sociétaux et les appliquer. Sinon, je pense que on condamne une entreprise si on ne le fait pas, en fait. Si on n'adapte pas son entreprise à l'évolution sociétale, il y a de fortes chances qu'il y ait un décrochage business derrière. Enfin, l'histoire la montre, en tout cas. Louis-Marie, juste une question complémentaire. Et le rôle des dirigeants dans tout ça, au-delà de la fonction RH? Alors, c'est une question éminemment complexe. Ouais.
Je dirais que c'est un choix de personne avant tout aussi. Hein. C'est une personnalité en fait. Un dirigeant, c'est avant tout c'est un leadership qui est propre qui est lié fortement à sa personnalité. On l'a vécu, on vit un changement de gouvernance au sein d'Engie, si la question va de ce sens-là. Ouais. On voit très bien qu'on n'aura pas la même forme de leadership entre Isabelle Cocher et Jean-Pierre Clamadieu, on le sait très bien. Évidemment que ça va avoir un impact sur le management. Par contre, la raison d'être de l'entreprise, son ambition, etc., restent exactement les mêmes. C'est plutôt dans la méthode, je pense que là, c'est la personnalité du leader ou du manager, d'ailleurs, à un niveau peut-être plus d'équipe, qui crée la différence, sa sensibilité, son appétence à ces sujets, ça aussi, sa volonté aussi de créer, en fait, vraiment, nous, on mise vraiment tout sur l'intelligence collective. Hein. On pense que c'est vraiment la réponse à tous les challenges futurs. On ne peut pas séparer maintenant. En plus, l'acronyme RSE, j'avoue que moi, personnellement, je l'aime de moins en moins, en fait. On est obligé d'avoir une vision, enfin une approche systémique. Donc, voilà. Je pense que vous me comprenez. Caroline. Et est-ce que Caroline, vous aussi, le contexte actuel de pandémie, de confinement a accéléré vos réflexions sur tout ce qui était raison d'être dans l'entreprise? Est-ce que ça a eu un effet accélérateur, tout ce qui s'est passé, ou est-ce que ce sont des sujets sur lesquels vous travailliez avant? Alors, on travaillait avant, ça c'est clair, puisque l'idée justement, pour répondre à la question de Charles-Henri qui était est-ce qu'on est obligé d'intégrer finalement la société dans l'entreprise? Là, la réponse est oui. Je dirais qu'en plus, quand on est sur un secteur comme le mien, c'est-à-dire en prise complètement avec les attentes des consommateurs, avec les évolutions sociétales, un marketing d'une façon un peu plus ambitieux que juste le marketing du produit, on se doit d'avoir cette prise avec la société. Sinon, en fait, on perd même notre business, je veux dire. Donc ça, c'est évident. Après, la question, c'est comment on le fait vivre, et notamment quand on est dans un groupe international qui, lui, va avoir son ambition très anglo-saxonne, et nous, on est en France. Et donc là, la question, c'est reprendre la main au niveau local pour que nos collaborateurs puissent avoir l'impression d'avoir un impact dans les actions qu'on va pouvoir choisir. Et donc, par exemple, nous, on va faire beaucoup de pro bono. Donc, pro bono, ça veut dire accompagner, par exemple, des jeunes pousses qui ont des idées d'ailleurs très éco-friendly et qui ont besoin d'être accompagnés sur leur marketing, sur leur lancement, etc. Donc, on va avoir des collaborateurs qui vont travailler gratuitement pour eux en utilisant leur savoir-faire. C'est-à-dire qu'on va rester finalement assez modeste, assez terrien dans notre approche, parce que là, les collaborateurs, ils voient l'impact, c'est très clair, ce n'est pas un grand discours porté par un patron anglais qui apparaît régulièrement sur les écrans, c'est vraiment du concret, et chaque entité de WPP, en fait, a développé justement son espèce de RSE de proximité, et qui met en prise directement les collaborateurs, et c'est ça qui fonctionne. Et après, c'est génial d'avoir un super discours. Mais quand moi, en fait, mon discours, il est vraiment très loin de moi, je me sers plus finalement des initiatives que des grandes ambitions qui sont très généreuses. Et WPP est très en avance sur la diversité, sur l'investissement sur la diversité. Mais encore une fois, c'est une logique anglo-saxonne très ethnique. Un petit rebond peut-être là-dessus. On va… Je ne sais pas si je peux me permettre de rebondir. J'ai un rebond qui… En fait, il y a un mot qui m'a marqué, c'est l'intelligence collective. Alors, je suis complètement biaisé parce que c'est censé être mon domaine d'expertise, mais j'en ai conscience. Mais si finalement, en fait, le rôle de la RH, des RH en général, pour pousser la RSE, ce n'était pas avant tout de pousser l'intelligence collective incarnée dans toute l'entreprise. Parce que vous l'avez dit, Frédéric, au début, vous avez dit finalement, la RSE, c'est être ses clients, c'est être ses collaborateurs. Louis-Marie, vous avez parlé d'intelligence collective. Et si finalement, les RH ne devaient pas pousser la RSE comme une fin en soi, parce que c'est la meilleure façon de ne pas y arriver, mais au contraire, pousser l'intelligence collective, parce que si on pousse l'intelligence collective, donc on y croit, on se dit que ça va faire ressortir les intérêts collectifs qui vont être la RSE, justement, et qui vont être aussi la performance opérationnelle. Donc peut-être que moi, ça me vient comme ça. C'est peut-être ça, en fait, le fond.
Moi, je pense que c'est l'avenir de la fonction RH, enfin dans son métier en fait. Après, décliner, évidemment, il y aura toujours des façons traditionnelles de faire les choses, mais par contre, une de ces grandes, je dirais, missions, ça va être de développer l'intelligence collective et ses conséquences, c'est-à-dire l'incarner par des projets, développer une culture commune, ainsi. Complètement d'accord, entièrement d'accord avec ça. Et sur l'intelligence collective, juste pour dire quelque chose, je suis bien sûr, on peut être entre guillemets que d'accord. Après, sur la mise en œuvre, il faut faire attention à la notion de gadget, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu il y a quelques années l'arrivée de plein d'outils justement dits d'intelligence collective, de plateformes de partage, etc. Et c'est très bien parce que c'est encore une fois, mais c'est un outil. Donc, si à côté de ça, au niveau de la direction générale, il n'y a pas une vraie conviction que écouter ce qui vient d'en bas a du sens et peut vraiment amener à orienter un peu différemment le business ou certains sujets vraiment très de direction générale, en fait, ça restera un gadget. Donc ça, attention justement à ne pas lancer des grands projets avec attention, vous allez voir la plateforme, chacun donne son avis, etc. Et après, le truc fait pchit versus une vraie prise de conscience que ce qui vient d'en bas a du sens. Oui, juste... Merci beaucoup. Pardon, j'ai qui interrompu? Christelle, non, c'est Agnès. Juste c'est Agnès, petite... oui. La bleue, c'est Agnès. C'est la rouge, c'est Christelle. Voilà. Mais on n'est pas loin. Non, voilà. Ce que vient de dire Caroline, c'est particulièrement important. C'est le sens que j'avais tout à l'heure dans la question quel est le rôle des dirigeants. Et je pense que, si vous voulez, moi, ce qui arrive avec cette crise, c'est quand même la redécouverte qu'il y avait des hommes et des femmes dans l'entreprise. Parce que vous avez été, moi, je vous trouve tous formidables, les DRH, vous avez été aux premières lignes, quoi. Il faut se rappeler le 15 mars, quoi. C'est-à-dire, c'est juste hallucinant. Donc, vous avez vous étiez la fonction sans doute la plus exposée en dehors évidemment de toutes les personnes en première ligne, et vous avez été incroyable. Donc, moi, ce qui interpelle dans cette crise, c'est le fait qu'on a redécouvert, je trouve, l'humain, mais vraiment, quoi, des hommes et des femmes qui souffrent et qui peuvent mourir, quoi. Et ce que Caroline vient de dire, elle vient de parler de l'émotion. Je veux dire, on ne changera pas, on ne fera pas d'intelligence collective avec des outils. Ça fait 15 ans qu'on a des réseaux sociaux qui ne marchent pas, quoi. Je veux dire, tout le monde le sait. Et cette histoire de télétravail, si on n'y met pas un peu de relations humaines, mais vraiment, eh bien, on ne changera rien. Bon, voilà, je fais… Merci pour… Charles-Henri a raison. J'ai peut-être un petit ajout. L'émotion peut-être aussi peut se générer par la sensibilisation des RH vis-à-vis des salariés aussi sur ce qui se passe. Il y a un rôle aussi pédagogique et d'éducation sur l'impact de ces activités, sur tout ce qui se passe. Et peut-être que la RH aussi a ce rôle un peu sensibilisation sur l'écosystème, sur l'ensemble des acteurs et de ce qui se joue vraiment. Oui, Christelle, vous avez raison. Vous avez raison, je pense que la salle virtuelle, les personnes qui nous écoutent auront peut-être des questions également qui vont dans ce sens. Laurent, juste avant de vous laisser la parole, je vous propose un petit jeu, une petite question qui va apparaître à l'écran. Mathieu, notre ange du sondage, va le mettre à l'écran maintenant. Selon vous, l'entreprise socialement responsable s'engage-t-elle à respecter à un même niveau les droits humains des salariés et ceux des consommateurs? Alors attention, c'est une question piège, ça. C'était pour voir si vous avez tous suivi. Alors oui ou non? Et on va bientôt savoir la réponse puisque Laurent on va se laisser une vingtaine de secondes. J'ai cru dire une vingtaine de minutes. Ah non, ça on peut pas. Encore peut-être quelques secondes et puis effectivement on va clore le sondage et je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Vous avez reçu un petit peu de questions, Laurent, pendant cette conférence, cette table ronde? Quelques questions, mais nos participants ont répondu en direct. Voilà, mais je vais revenir. Donc, pour le sondage, effectivement, 93% oui. L'entreprise donc doit s'engager à respecter le droit humain des salariés et ceux des consommateurs. Et pas de surprise là, je pense. Super, merci, bravo. Encore une fois, de l'humain, toujours plus d'humain, toujours plus de bienveillance. Moi, je me réjouis. Moi, j'aime bien me réjouir. Voilà, c'est un terme très suisse de se réjouir. Je suis française, mais j'adore. Alors, je vous laisse continuer, Laurent, avec les questions et je vous retrouve juste après. Alors, le temps va nous manquer, donc je vais peut-être prendre juste une question, auquel d'ailleurs Caroline a partiellement
répondue, mais je voudrais la partager effectivement avec l'ensemble de nos intervenants. Que pensez-vous du mécénat de compétences, notamment au niveau local, pour engager les collaborateurs dans la réalité sociétale? Donc, on en a un peu parlé, mais peut-être approfondir ce sujet. Et l'autre question, effectivement, qui est sortie de la salle, elle est liée, bien sûr, à la période de crise sanitaire que nous vivons. Est-ce que, de votre point de vue, ça a généré de nouvelles attentes en matière de qualité de vie au travail et de RSE? Voilà les deux questions qui sont majoritairement sorties de la salle. Je laisse le panel répondre. Alors, qui aimerait répondre? Je peux peut-être prendre la parole sur le mécénat de compétences et pour rejoindre ce que disait Caroline également auparavant sur l'incarnation également de ces parce que c'est un mot, mais derrière il y a aussi une réalité. Et en termes d'intelligence collective, justement, le mécénat de compétences, c'est un bras armé en fait, je pense. Et côté NJ, on a mis en place là depuis 1 an et demi en fait une plateforme où chaque collaborateur peut s'inscrire en fait et met à disposition ses compétences. Et qui peut matcher en fait. Et ça a un très bon succès. Alors ça va de mission de quelques semaines à plusieurs mois. Et actuellement, là, je travaille d'ailleurs avec un talent de directeur qui est un ancien directeur financier qui souhaitait faire une reconversion au sein d'Engie et qui a décidé d'abord pour tester un peu justement ce métier-là, donc de faire une mission, ce qu'on appelle des missions skill libre. Et donc, il a rejoint la DRH Group pendant 6 mois en tant que talent de directeur. Ça, c'est un exemple, par exemple, voilà, de mécénat de compétences. Et évidemment, en plus, il apporte aussi son expérience et ses compétences, évidemment, aussi à nous, enfin, de par son expérience, ses expériences précédentes. Donc, il y a un rapport gagnant-gagnant. Donc, voilà. C'est un petit retour d'expérience sur ce qu'on peut faire chez Engie. Un autre commentaire peut-être, Frédéric? Oui, un mot. Alors, sur la partie mécénat de compétences, c'est encore très balbutiant chez Safran, mais je vais faire mon premier là. Donc, c'est intéressant, je le cite parce que voilà, je vais avoir une collaboratrice là qui va partir à plein temps aux APF, ce sont des paralysés de France en mécénat de compétences, pour aller travailler auprès de cette ESAT, de cette association avec lequel d'ailleurs on fait un chiffre d'affaires conséquent. Donc tout ça montre que c'est un circuit aussi très vertueux dans tous les sens. Sur la qualité de la vie, moi je sortirais mon joker à ce stade. Je trouve, et ça a été dit dans la table ronde précédente, on est encore en crise, on n'en est pas sorti. Aujourd'hui, on a vu avant l'été des gens qui voulaient s'enfuir à la maison parce qu'on nous disait que c'était que le seul endroit où on était en sécurité, donc le télétravail, etc., s'est fortement développé. Depuis l'automne, on voit que maintenant, il y a de plus en plus de monde qui ne veut plus y aller à la maison, ou le moins possible, ou juste de temps en temps. Donc l'équilibre, pour moi, il n'est pas atteint. Et moi, je ne serais pas capable aujourd'hui de faire le pari de ce qui va rester de tout ça à la fin. Je partage les craintes de Charles-Henri ou les oppositions de Charles-Henri sur le télétravail. Ce n'est pas le sujet de la table ronde, donc je vais le garder pour moi à ce stade. Mais il en restera de toute façon forcément quelque chose. Et puis, j'espère qu'il y en aura aussi d'autres de bonnes et qu'on réussira à effacer aussi peut-être toutes ces perturbations qui il faut quand même le reconnaître, qui nous empêchent de travailler correctement depuis des mois maintenant. Donc, il y aura un jour un bilan à faire de tout ça, mais on n'y est pas encore. Mais la question se pose, est-ce qu'on va en sortir vraiment un jour? Parce qu'on dit qu'il va y avoir de plus en plus de pandémies, il y a toujours des cas de force majeure qui surviennent. Voilà, est-ce qu'il ne faut pas rentrer dans des nouvelles logiques de travail, maintenant d'organisation de travail, et d'outils, de distanciel, de physique, etc. Est-ce que finalement, on ne quitte pas une certaine organisation du monde pour aller vers quelque chose de nouveau qu'on est en train de co-construire? Est-ce qu'on va revenir comme avant? C'est pas sûr. Non, il y aura sûrement des changements, c'est certain, mais il faudra se méfier. Voilà. Je pense que réduire la fonction de beaucoup de gens à être capable de faire des tâches en télétravail, par exemple, et j'emploie le mot tâche à bon escient et volontairement, c'est au fond nier ce que c'est qu'un cadre qui doit bien sûr faire du management, mais aussi faire de l'innovation, avoir des idées, avoir un impact qui est complètement différent dans l'entreprise. Et dans les livres qu'on lisait il y a 4-5 ans sur le déboulement de l'intelligence artificielle, dont on disait qu'il allait supprimer beaucoup de fonctions, moi ça me faisait sourire à l'époque. Maintenant ça m'inquiète, parce que je me dis qu'on va réduire portion congrue la fonction et la mission de beaucoup de gens,
et un jour, on leur dira qu'on n'a plus besoin d'eux. Voilà, ils n'auront plus de bureau, ils seront à la maison, et peut-être qu'un jour, on les appellera plus du tout. Faut vraiment se méfier. Voilà, je pense qu'il y a un risque d'appauvrissement général. D'ailleurs, on pousse beaucoup au niveau des gouvernements, un peu partout, le revenu universel. C'est des choses qui commencent à arriver. Oui, non, mais est-ce que ça ne veut pas dire derrière que finalement, il n'y aura plus de travail pour tout le monde? On va aller vers d'autres aménagements de société. Charles-Henri. Allez, muet, Charles-Henri. Mute, Non, ce que je vous entends. Moi, je ne crois absolument pas au télétravail comme l'avenir du travail. Je crois à quelque chose, évidemment, quand je dis le télétravail à 100%, c'est-à-dire des entreprises totalement virtuelles, je pense que tout le monde, nous avons besoin de cette relation humaine. Et ce qui m'a frappé, c'est quand même les sondages qui montrent que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce sont les jeunes générations qui votent avec leurs pieds, c'est-à-dire qui ne veulent pas du télétravail à 100%. Et surtout ceux qui commencent une carrière, ceux et celles. Donc, l'entreprise de demain, elle va être évidemment différente. Elle ne va pas rester dans le statu quo qu'on a connu jusqu'en mars 2015. Maintenant, de faire croire que c'est une totale refondation de l'entreprise, c'est une absurdité pour moi. Tout comme il y a une réorganisation. Après, le lien social, on est obligé de l'avoir. On voit combien les gens là sont en situation d'une santé mentale fragile. On a coupé un peu les liens sociaux. La société ne va pas très bien. Toutes les enquêtes le prouvent. Les entreprises, les DRH, pour avoir échangé avec beaucoup d'entre eux, sont très inquiets de l'état psychologique des salariés aussi. Il ne faut pas se cacher. Donc, c'est vrai que des entreprises complètement digitalisées à distance, il manquera de lien social et ce n'est pas possible. Mais en même temps, agir comme on agissait jusqu'à présent, sachant tous les paramètres, tous ces cas de force majeure, tout ce qui peut advenir et arriver, je pense que l'entreprise va devoir s'organiser différemment. Apprendre la résilience. Voilà. Est-ce que ça s'apprend, la résilience? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut avoir… Caroline, ça s'apprend, la résilience? Je ne sais pas si ça s'apprend, mais ça se vit assez bien. Donc là, je veux dire, c'est l'intérêt d'une crise, c'est qu'on n'a pas le choix. Donc, on a fait. Et finalement, je pense qu'on peut tous être collectivement fiers de la façon dont on s'est dépatouillé de cette chose-là. Voilà, tout n'était pas parfait, mais enfin, en gros, on a tenu la barque, on a fait front, et je pense qu'on a des éléments de fierté à l'issue pas à l'issue, en tout cas, dans cette crise. Moi, pour revenir à votre question initiale, qu'est-ce que ça a changé? Je dirais que, par exemple, pour des entreprises de services comme la mienne, alors ça doit être très faux pour l'industrie, la notion de santé, dans le sens la santé au travail, la sécurité, etc., objectivement, ce n'était pas la priorité. Donc, on était assez immature sur ces sujets-là. Et là, finalement, on a appris, et appris aussi, moi je me suis beaucoup inspirée de mes camarades qui avaient cette culture d'entreprise du fait de risques industriels ou de choses comme ça, pour justement comment est-ce qu'on gère des risques sanitaires au sein d'une population qui n'a jamais vraiment eu ce sujet en tête. Et donc ça, c'est un take-away de la crise, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'en tout cas, dans mon groupe, on est beaucoup mieux armés sur la logique de risque et de risque sanitaire plus globalement. Oui. Et Caroline, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure sur la prise en compte par les dirigeants de l'humain, parce qu'ils ont découvert qu'ils avaient des hommes et des femmes qui pouvaient être fragiles. Voilà. Tout à fait, Charles. C'est exactement ce qui ressort en fait de cette matinée. Vous veniez de parler justement de résilience, Caroline. Ça tombe bien, c'est le thème de l'un des ateliers de travail que nous proposons dans le Lab Job Sphérique l'année prochaine. On ne vous en a pas encore parlé lors de cette table ronde, mais l'année prochaine, Job Sphérique s'associe à Expertime et c'est la néo-formation pour proposer chaque mois des ateliers de travail et de réflexion qui vont nous permettre de poursuivre ce débat qui est si riche et qui a besoin d'être encore nourri. Nous vous en proposons 3 déjà, vous qui nous écoutez, auxquels vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en suivant le lien dans le chat. 3, il y en a 10 au total, donc dans le lien d'inscription, vous pouvez vous inscrire à tous ou à certains, c'est à vous de voir. Ceux que nous vous proposons là tout de suite, justement, il y en a un qui concerne la résilience collective, utopie, foutaise ou responsabilité partagée. Qu'est-ce qu'on fait avec cette fameuse résilience dont on nous parle au quotidien? On vous propose aussi le manager authentique pour transformer les fragilités des uns en force.
et une raison d'être pour mieux vendre sa marque employeur. Évidemment, comme je vous le disais, ce ne sont que 3 ateliers qu'on vous propose ici. Il y en a 10 au total. Donc, n'hésitez pas à aller dans le lien. Là, sur l'écran, vous avez le formulaire d'inscription qui s'affiche. Et vous avez le lien d'inscription dans le chat, jobspheric.fr/inscription pour vous inscrire d'ores et déjà. Les places seront limitées. L'idée, c'est de pouvoir continuer à échanger entre pairs avec des challenge experts de la même façon, à trouver des solutions ensemble, à co-construire des modèles, à s'inspirer les uns des autres pour que ça aille mieux. Alors voilà, je laisse également pour tous ceux qui voudraient, donc restez avec nous, pour qui voudraient voir un petit peu à quoi ça ressemble, on a une petite vidéo de présentation que Mathieu va nous montrer, nous donner un aperçu de ces ateliers. Et voilà, ça démarre. Faut que je leur dise au revoir. Merci beaucoup Mathieu pour cette petite présentation qui, j'espère, vous aura donné envie de nous rejoindre dans les ateliers de travail et pour pouvoir poursuivre cette discussion tout au long de l'année 2021. En tout cas, nous, on se réjouit de vous y retrouver. Je remercie tous les participants à cette table ronde d'avoir animé le débat ce matin pour cette deuxième table ronde. Je rappelle que nous étions en compagnie de Frédéric Henrion, DRH Safran Helicopter Engines, de Caroline Aquet, People Lead chez WPP Group, de Louis-Marie Leloche, directeur de la transformation du groupe Engie, et à l'appel manquait Dominique Marais, DRH France Altran, mais qu'elle nous rejoindra très probablement dans les groupes de travail avec beaucoup de choses inspirantes aussi au niveau de la transformation. Merci à nos 2 experts, Arthus de Longuemare, formateur Celano Formation, expert en conduite du changement, Charles-Henri Besser-Déor, professeur émérite, je l'ai bien dit cette fois, HEC Paris. Et bien sûr, merci à Christelle, sans qui on ne serait pas là, notre fantastique fondatrice du média Jobspheric. Un grand merci à tout le monde d'avoir été là, d'avoir joué le jeu, d'avoir apporté autant d'éclairages très intéressants et très spécifiques. Merci beaucoup et on reste connectés pour la 3e table ronde. À tout de suite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.